Élise frottait minutieusement le socle d'un chandelier en argent dans la suite présidentielle du prestigieux hôtel Le Bellecour, niché entre l'avenue Montaigne et les rives de la Seine. À 26 ans, elle était invisible. Une silhouette silencieuse dans les couloirs dorés du palace. On ne lui demandait pas son nom. On ne lui demandait rien. Elle était cette présence discrète, attentive, presque fantomatique, que les clients fortunés ne voyaient pas. Et cela lui convenait. Jusqu'à ce que son téléphone sonne. Le vibreur discret résonna étrangement fort dans la chambre silencieuse. D'un geste rapide, Élise attrapa son téléphone au fond de la poche de son tablier. Sans réfléchir, elle décrocha. « Allô, Oma » demanda-t-elle d'une voix douce en néerlandais. Sa grand-mère, flamande d'origine, vivait à Gand. Elle s'appelait tous les dimanches, mais cette fois-ci, l'appel arriva de manière impromptue. Elle répondit machinalement dans la langue de son enfance, oubliant totalement qu'elle était au travail. Elle souriait même légèrement, partageant un moment de tendresse, quand une voix claire et posée l'interrompit. « Votre accent est impeccable. »« Flamand oriental, je dirais ?» Élise se figea. Elle tourna la tête. Un homme, dans la cinquantaine élégante, vêtu d'un costume sur mesure bleu nuit, l'observait depuis l'entrée de la suite. Il venait d'arriver sans bruit. Son regard n'était pas celui d'un client mécontent. C'était de la curiosité, de l'intérêt. Peut-être même de la reconnaissance. Elle raccrocha rapidement et s'excusa. « Je suis désolé, monsieur. Je ne savais pas que vous étiez arrivé ?» Bredouilla-t-elle, le regard baissé. L'homme esquissa un sourire. Il s'approcha lentement, analysant chaque détail avec une précision presque scientifique. Puis, d'une voix calme et posée, il ajouta en néerlandais, « J'ai rarement entendu un accent aussi juste, même à Bruxelles. » Élise sentit ses joues s'enflammer. Pourquoi un client, et pas n'importe lequel, car il portait une montre Breguet que seuls les ultra-riches osent acheter, s'intéressait-il à la langue qu'elle parlait avec sa grand-mère? Il la fixait intensément. Pas de manière impolie, non. Plutôt comme quelqu'un qui venait de faire une découverte inattendue. Il resta silencieux un moment, puis déclara, « Si j'ai besoin de vous un jour, je peux vous appeler. » Élise acquiesça, presque mécaniquement. Le moment était irréel. Quand la porte se referma derrière lui, elle resta figée, le chiffon toujours à la main. Son cœur battait fort. Elle n'avait même pas pensé à lui demander son nom. Mais en son fort intérieur, elle savait, cet homme n'était pas n'importe qui. Et cette rencontre n'était pas fortuite. Le soir, dans sa petite chambre de bonne, Élise ne parvenait pas à trouver le sommeil. L'échange repassait en boucle dans son esprit. Elle se demandait si elle avait rêvé. Ou peut-être avait-elle commis une erreur professionnelle impardonnable? Mais au fond d'elle, une intuition murmurait que ce moment, ce tout petit échange, allait changer quelque chose. Peut-être tout. Et elle avait raison. Le lendemain matin, alors qu'elle descendait dans les couloirs pour commencer son service, un homme l'attendait dans le hall. Grand, vêtu de noir, badge discret à la veste. Il s'approcha. « Mademoiselle Élise ? Monsieur Delacroix souhaite vous voir. Veuillez me suivre. » Élise suivait l'homme en costume noir à travers les couloirs du rez-de-chaussée de l'hôtel Le Bellecour. Chaque pas résonnait contre les murs en marbre. Elle n'arrivait pas à respirer normalement. C'était comme si son propre cœur tambourinait dans ses tempes. Qui était ce monsieur Delacroix? Pourquoi demandait-il à la voir? Avait-elle fait quelque chose de mal? Avait-elle dépassé les limites en répondant à cet appel? Lorsqu'ils franchirent les portes vitrées du hall principal, une berline noire au logo discret à une Maybach attendait devant l'entrée. Le chauffeur ouvrit la portière arrière et hocha la tête dans sa direction. Élise hésita. « Vous êtes sûr que c'est pour moi ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. L'homme se contenta de répondre calmement, « Monsieur Delacroix vous attend. » À l'intérieur de la voiture, le silence régnait. Le cuir beige, les boiseries précieuses, l'odeur subtile du parfum d'intérieur, tout transpirait le luxe et la retenue. Elle était à la fois éblouie et terrifiée. Le trajet dura à peine 20 minutes, mais chaque seconde sembla s'étirer à l'infini. Quand elle leva les yeux,
elle aperçut une bâtisse ancienne, à la façade couverte de lierre, cachée derrière des et taillée à la perfection. Une villa privée, au cœur du 7e arrondissement. En sortant du véhicule, elle vit un homme debout sur la terrasse. Il tenait 2 cafés à emporter dans les mains. C'était lui. Arnaud Delacroix. Il portait une chemise blanche sans cravate, un pantalon beige élégant. Il n'avait rien de l'image glaciale des patrons de grandes entreprises. Il avait l'air fatigué, mais humain. Élise aplatit-il doucement en lui tendant l'un des gobelets. « J'espère que vous aimez le café sans sucre. » Elle hocha la tête, sans trouver de mots. Il lui proposa de s'asseoir sur le banc de pierre dans le jardin, sous les glycines en fleurs. Ils burent en silence pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'Élise n'y tienne plus. « Excusez-moi, mais pourquoi suis-je ici ?» Il sourit, mais son regard resta grave. « Parce que vous m'avez intrigué. Parce que j'ai besoin de vous. » Et il lui expliqua. Dans quelques jours, il devait se rendre à Bruges pour une rencontre ultra confidentielle avec des partenaires flamands. Un projet de fusion. Très discret. Sauf que son interprète principal avait été hospitalisé. Et lui, il avait besoin de quelqu'un qui parle non seulement la langue, mais qui la comprenne. Qui ressente ce que chaque mot signifie. Qui entende les sous-entendus. Vous parliez avec une telle authenticité. Ce n'est pas juste du vocabulaire. Vous avez vécu avec cette langue. Vous la portez. Élise resta muette. Elle n'était qu'une employée d'étage. Elle n'avait pas fait d'études supérieures, encore moins en traduction. Mais ce qu'il disait résonnait. J'ai besoin de quelqu'un de neutre. De discret. De loyal. Quelqu'un comme vous. Elle hésitait. Tout en elle criait de dire non. Que ce n'était pas sa place. Qu'elle n'en était pas capable. Mais dans son regard, elle vit quelque chose. Pas seulement de l'intérêt. Une sorte de solitude, peut-être même de fragilité. Ce sera 3 jours. Je vous accompagnerai à chaque instant. L'hébergement, les repas, le transport, tout est pris en charge. Et vous serez rémunéré, bien entendu. Il lui tendit une enveloppe. Elle ne l'ouvrit même pas. Ce n'était pas pour l'argent. Ce fut pour ce regard. Cette manière qu'il avait de la voir. Comme personne ne l'avait jamais vue. Elle accepta. Et le lendemain matin, elle se retrouva dans un jet privé, sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. À bord, elle découvrit une chemise de dossier à son nom, contenant les détails de la réunion, des fiches de vocabulaire flamand et des notes personnelles de Delacroix. Il était assis en face d'elle, concentré, mais dès qu'il levait les yeux, il lui adressait un sourire discret. Élise sentit que sa vie basculait. Plus rien ne serait jamais comme avant. L'avion atterrit doucement sur la piste d'un petit aéroport privé, à la lisière de Bruges, encore embrumé d'un matin silencieux. Élise colla son front à la vitre ovale du jet, observant les toits en pointe, les canaux tranquilles et les rues pavées qui semblaient sortir d'un vieux roman. Cette ville, où elle avait autrefois passé un été avec sa grand-mère, n'avait plus rien d'un souvenir d'enfance. Aujourd'hui, elle y entrait comme collaboratrice même si ce mot lui semblait encore irréel. Le véhicule qui les attendait les déposa devant un bâtiment ancien, réhabilité en centre de conférences confidentiel. Il appartenait à un cercle d'affaires fermé, un lieu où les négociations les plus sensibles se déroulaient loin des médias, sans caméra, sans enregistrement. C'était là qu'Arnaud Delacroix devait rencontrer 3 représentants d'un conglomérat belge, venus discuter d'une fusion stratégique dans le domaine des télécommunications. Avant de descendre de voiture, Arnaud se tourna vers elle. « Aujourd'hui, je vais vous demander plus que de traduire. J'aurai besoin que vous observiez. Écoutez au-delà des mots. Dites-moi ce que vous ressentez. » Elle acquiesça, la gorge nouée. Son badge professionnel la désignait comme assistante linguistique. Elle enroula une écharpe autour de son cou, plus pour se rassurer que par besoin de chaleur. La salle de réunion était lumineuse, avec de grandes fenêtres donnant sur un jardin flamand parfaitement entretenu. 3 hommes en costume attendaient déjà. L'un d'eux, aux lunettes épaisses et au sourire trop large, la salua d'un néerlandais bien trop poli pour être sincère. Elle nota. L'autre,
plus jeune, pianotait sur son téléphone sans lever les yeux. Le troisième, au regard fuyant, l'observa furtivement. Élise s'assit près d'Arnaud, prête à traduire. Les premiers échanges furent cordiaux. Trop cordiaux. Les Belges parlaient beaucoup, mais ne disaient rien. Des phrases creuses sur la collaboration transfrontalière, la complémentarité culturelle, les passerelles futures entre Paris et Anvers. Élise traduisait mécaniquement, mais ses sens étaient en alerte. Elle connaissait ce ton. Celui des gens qui veulent cacher quelque chose sous un excès de politesse. Puis, un mot la frappa. Un des hommes, pensant peut-être qu'elle ne comprendrait pas un dialecte flamand plus local, lança à mi-voix à son collègue « Il pense qu'on est encore intéressé, mais notre offre à Rotterdam est déjà signée. » Élise sentit son sang se glacer. Elle jeta un regard à Arnaud. Il ne broncha pas, avait-il entendu? Ou faisait-il semblant? À la pause, elle le suivit discrètement vers la terrasse arrière du bâtiment. Lorsqu'elle lui rapporta ce qu'elle avait entendu, il ne sembla pas surpris. « C'est ce que je soupçonnais. Je voulais voir si vous le capteriez. » Elle comprit. Ce n'était pas seulement une mission linguistique. C'était un test. Il l'avait amené ici pour vérifier si son instinct valait plus que n'importe quel CV. Le soir venu, ils dînèrent dans un petit restaurant discret du centre historique de Bruges. Arnaud était plus détendu, presque souriant. Il lui parla de ses débuts dans les affaires, des trahisons qu'il avait subies, des gens qui se prétendaient loyaux. « Vous savez, Élise, dans mon monde, on paie des fortunes pour des experts qui ne voient jamais ce que vous avez vu aujourd'hui en 1 heure. » Mais alors que le dessert arrivait, Élise reçut un message sur le téléphone professionnel qu'on lui avait confié. Aucun nom. Juste un numéro inconnu. Et un message. Méfiez-vous. Il ne vous dit pas tout. Elle montra l'écran à Arnaud. Il fronça les sourcils, mais ne dit rien. Il se contenta de demander l'addition. Sur le chemin du retour, le silence était pesant. Elle ne savait plus à qui elle pouvait faire confiance. Ni pourquoi elle, une simple femme de chambre, se retrouvait plongée dans ce genre de manœuvre. Le lendemain, alors qu'ils entraient dans la deuxième réunion, Élise sentit que quelque chose avait changé. Arnaud était plus tendu. Les Belges semblaient impatients. Et pourtant, tout semblait parfaitement huilé. Elle comprit, le piège se refermait. Mais sur qui? Élise passa une grande partie de la nuit à fixer le plafond de sa chambre d'hôtel. Le message anonyme résonnait dans sa tête comme une alarme impossible à désactiver, méfiez-vous. Il ne vous dit pas tout. Qui l'avait envoyé? Pourquoi? Et surtout, que pouvait bien cacher Arnaud Delacroix, l'homme qui lui avait offert une chance de changer de vie du jour au lendemain? Le matin suivant, elle prit son petit déjeuner seule, contrairement au jour précédent où elle et Arnaud débriefaient les réunions autour d'un café allongé et d'un croissant. Cette fois-ci, il avait demandé à ce qu'elle le rejoigne directement sur le lieu de la dernière réunion. Quelque chose avait changé. Le ton, le rythme, l'ambiance. En entrant dans la salle de conférence, Élise sentit immédiatement la tension. Les représentants belges étaient déjà installés. Les regards étaient froids, les échanges brefs. Arnaud gardait un air impassible, mais son regard trahissait une forme d'irritation contrôlée. Elle comprit que le moment crucial approchait. Et il arriva. À mi-parcours de la réunion, Élise remarqua que l'un des Belges le plus jeune, celui qui pianotait sur son téléphone, avait laissé tomber un nom, presque par accident, Renaud Morel. Ce nom, elle l'avait vu, sur le badge d'un des collaborateurs d'Arnaud. Un homme discret, qui s'occupait des documents confidentiels. Mais pourquoi apparaissait-il dans la conversation de leur supposé partenaire? Après la réunion, Élise fit ce qu'elle n'aurait jamais cru faire, elle suivit l'homme en question. Elle le vit entrer dans un café à quelques rues du centre de conférence. Et là, elle le vit rejoindre la secrétaire personnelle d'Arnaud. Celle-là même qui avait préparé ses documents pour Bruges. Ils s'échangèrent une clé USB. Élise, bien cachée, prit des photos. Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait la trahir. Lorsqu'elle revint à l'hôtel, elle demanda à parler à Arnaud. Mais il n'était pas là. Il appela 1 heure plus tard.
Vous avez quelque chose à me dire, demanda-t-il simplement. Elle lui expliqua tout. L'échange. Les photos. Les soupçons. Le nom entendu pendant la réunion. Il resta silencieux au téléphone pendant un long moment. Puis il souffla, je savais que l'un de mes proches m'avait trahi. Je ne savais pas encore qui. Vous venez de me le confirmer. Il lui demanda de le rejoindre à son bureau, dans la villa privée à Bruges. Quand elle arriva, il était seul, les stores à moitié fermés, les yeux rouges de fatigue. « J'ai connu votre grand-mère, Élise. » Elle se figea. Il ne l'avait jamais mentionnée. Elle m'a appris le néerlandais. J'avais 19 ans. Elle était gouvernante dans une maison où je faisais un stage d'été. Elle m'a appris bien plus que la langue. Elle m'a appris à écouter. À observer. À me méfier, aussi. Et quand je vous ai entendu parler, j'ai su que c'était elle. Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle comprenait enfin. Elle n'avait pas été choisie par hasard. Il l'avait reconnue. Ou plutôt, reconnu en elle un reflet du passé. Alors tout ça, ce n'était pas un hasard? Il hocha la tête. Non? Mais je ne pouvais pas vous le dire avant d'être sûr de vous. Et vous m'avez prouvé bien plus que je ne l'espérais. Ce jour-là, Arnaud coupa tous les ponts avec le groupe belge. Il remercia Élise publiquement dans une lettre interne diffusée à l'ensemble de ses associés. Elle y était qualifiée de « partenaire de confiance » dotée d'une rare acuité humaine. Quelques semaines plus tard, Élise reçut une lettre. Une vraie. Sur du papier ivoire, avec une encre noire et délicate. Une offre de poste permanente en tant que conseillère stratégique en communication interculturelle. Elle devait débuter à Paris, dans les bureaux du groupe de la Croix, à 2 pas du jardin du Luxembourg. Mais ce n'est pas la lettre qui la bouleversa le plus. Ce fut un second courrier, plus petit, écrit à la main. Vous m'avez ouvert les yeux quand je ne voyais plus rien. Vous m'avez rappelé ce que c'est de faire confiance. Si vous acceptez de travailler avec moi, alors j'aimerais aussi, un jour, vous inviter à dîner. Pas pour parler affaires. Pour vous remercier. Arnaud,